Ça va aller. Bonjour et bienvenue à chacune, à chacun. On est ravis de vous accueillir dans ce troisième webinaire de l'année, c'est ça, je ne me trompe pas. Et c'est le second qui va porter sur la gouvernance associative. Euh, pour celles et ceux qui évoluent dans ce monde-là, on sait combien animer, gérer une vie associative et assurer l'efficacité des actions est un exercice complexe. En plus, avec la difficulté supplémentaire de devoir faire collaborer des bénévoles et des salariés, il s'agit aussi de décider sereinement et efficacement maintenir une dynamique constructive, donc autant de défis quand on est au sein d'une association. Donc on se proposait aujourd'hui de vous donner quelques outils simples de la méthode sociocratique, avec plutôt des cas concrets et pratiques, pour faire suite au précédent webinaire qui lui portait sur une mise en perspective des défis auxquels faisaient face les associations, notamment en matière de gouvernance. Donc, je vais commencer par présenter le Centre français de sociocratie. Donc, le Centre français de sociocratie est lui-même une association à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir la sociocratie et permettre à ses membres de pratiquer en son sein. Donc, on est une communauté d'experts, de professionnels et de pratiquants de cette méthode. Et ensemble, on essaie à la fois d'approfondir nos compétences, de créer des liens et de développer certains projets en commun. Et dans cet espace-là, on a aussi la possibilité d'avoir un processus d'agrément, soit pour de la formation ou de l'accompagnement. Et c'est une manière pour le Centre français de sociocratie de garantir la qualité de la transmission de la méthode et de son usage. Donc aujourd'hui, nos deux intervenants sont Pierre Tavernier et Nathalie Labarre. Donc Pierre Tavernier est consultant et formateur en organisation et en management. Après avoir œuvré dans l'éducation populaire, la culture et l'industrie, il a créé AT Conseil en 2023 pour promouvoir des modes de gouvernance 2003. et de... Pardon? Ah, De- 2003. Oui, oui, excuse-moi. 2003. Pour promouvoir des modes de gouvernance et de management coopératif, éthiques et performants. Il est passionné par les organisations collaboratives et l'intelligence collective et il est président du Centre français de sociocratie. Il est aussi consultant accrédité à la méthode Belbin des rôles en équipe. Nathalie, donc Nathalie Labarre, elle est consultante et formatrice plutôt dans l'ouest de la France. Elle accompagne les organisations de l'OSS à se structurer afin d'être plus efficient et éviter les conflits inutiles, tout en restant cohérente avec leurs valeurs. Elle est passionnée par la dynamique de groupe et les pratiques efficaces et respectueuses des individus en milieu professionnel. Elle est animatrice du cercle de direction, actuellement au sein du CFS. Elle est responsable aussi du cercle communication au sein de l'association. Donc moi-même, je suis aussi consultante et formatrice. Je suis membre du CFS et on a aussi parmi nous quelques autres membres. J'ai vu Anne, euh, je ne sais plus qui est là. Donc je vous laisse Thomas, il y a Thomas, manifester. Thomas, voilà. Anne qui est responsable du cercle de préparation aux agréments, tiens, et Thomas qui est secrétaire du cercle de direction et Voilà. responsable du cercle de gestion des agréés. Voilà. Donc on est un certain nombre aujourd'hui à être représentés. Et du coup, pour ce temps de partage ensemble, on va avoir on va faire comme la dernière fois, plusieurs temps d'intervention. Donc Nathalie va commencer par nous parler de comment la sociocratie peut aider à élaborer un projet associatif. Ensuite, Pierre parlera de l'accompagnement sur la gouvernance et Nathalie reviendra sur une implémentation complète de la sociocratie. Donc à chaque fois, il y a 3 séquences. Donc après chaque séquence d'une dizaine de minutes à chaque fois, on aura un temps de questions et réponses. Donc si vous voulez bien noter vos questions et attendre juste la fin des 10 minutes d'intervention pour les poser. Et on se réserve un temps d'échange entre chaque séquence. Et puis juste pour bien fonctionner, vous demandez de couper les micros et ouais, vous dire aussi que le webinaire est enregistré, mais normalement vous avez eu l'info. Et voilà. Je crois qu'on est bon. Donc, je vais donner la parole à Nathalie et je vais essayer de garder. Je vais être maître du temps aussi pour un petit moment.
À toi, Nathalie. Ok, merci. Alors, je me mets aussi un timing sous les yeux. Voilà, parfait. Alors, oui, donc je vais vous parler de plusieurs associations, enfin, sans les nommer, mais juste vous donner des exemples enfin, vous présenter comment j'ai accompagné des associations à écrire, réécrire leurs projets associatifs en utilisant les outils de la sociocratie. Alors, déjà de manière globale, le résultat final, du coup, avec ces associations, ça a été un projet associatif en 5 parties, je dirais. La vision et les missions. Donc, on retravaille sur les fondamentaux de l'association. Donc, la vision en sociocratie, c'est un texte qui décrit le monde tel qu'on a envie de le voir dans plusieurs années. Un monde un peu idéalisé. Voilà, voilà le monde. On décrit le monde tel qu'on aimerait le voir. Et ce monde, le monde qu'on a envie de léguer à nos enfants, par exemple, à nos petits-enfants. Voilà, ce monde idéal, nous, on le décrit en quelques lignes. Et en fait, toutes les actions qu'on va mener, elles sont faites pour aller vers ce monde, pour produire ce monde, pour se diriger vers ce monde, en fait. Donc la vision, c'est un texte, je dis souvent que c'est un peu un texte. Ouais, je te laisse, Radija, accepter les personnes. Un texte un petit peu poétique, idéaliste, voilà, qui permet de rassembler en fait toutes les personnes dans une même association vers un but commun. Un but lointain, mais un but commun. Voilà, donc, et les missions, en fait, en sociocratie, c'est la liste, en fait, des activités principales de l'association qui décrivent ce que fait l'association concrètement au moment où on rédige les missions et qui vont servir la vision. C'est-à-dire, si notre vision, par exemple, c'est un monde qui soit écologique, respectueux des individus, inclusif, voilà, ça c'est, disons que la vision, elle va contenir les grandes valeurs de l'association. Et ensuite, on se donne pour mission, par exemple, eh bien, une ferme en agriculture biologique ou alors d'avoir une école avec des pratiques alternatives, pédagogiques alternatives. Les missions peuvent être vraiment différentes, quelque part pour une même vision, j'ai envie de dire. Pour des valeurs communes, on peut avoir des missions vraiment différentes. Et voilà, les missions, elles vont décrire qu'est-ce qu'on fait concrètement pour engendrer ce monde qu'on a décrit dans la vision. Donc d'abord, avec les personnes de l'association, voilà, on va écrire la vision et les missions. Et donc, je vous parlais de 5 parties. Donc, pour vous les dire, il y a vision, mission. Ensuite, on a les objectifs principaux du projet associatif qu'on va décliner dans un plan stratégique et ensuite dans un plan d'action concret et opérationnel. Donc, on commence par la vision et les missions. Donc, je vais vous mettre... je vous donne un exemple de vision d'une association pour que vous ayez une idée de à quoi ça peut ressembler la vision d'une association. Donc, l'association en question porte la vision d'un monde où les activités humaines se font dans le respect des équilibres naturels et en conscience des liens entre tous les êtres vivants. Dans ce monde, les êtres humains agissent ensemble, en concertation, dans le respect de la diversité des individus et des points de vue. En partageant connaissances et expériences, ils se mobilisent individuellement et collectivement dans une action citoyenne en faveur de la nature et de l'environnement. Donc là, on est clairement dans une association écologique qui a des actions en faveur de la nature et de l'environnement. Et donc leur vision, voilà, on trouve vraiment les valeurs fondamentales, ce pourquoi ça leur donne envie de se mobiliser. Et donc des visions, il y en a à chaque fois, elles sont vraiment différentes. Et elles sont très souvent hyper inspirantes. Moi, c'est quand j'accompagne une association à écrire sa vision, c'est un moment très sympathique et où les gens, à la fois, il y a pas des divergences, mais des différences de point de vue. Et au bout d'un moment, il y a vraiment la convergence, le commun qui se détache. Et voilà, c'est un moment très agréable à vivre. Et quand elle est finalisée, l'écriture, bah voilà, c'est vraiment ce texte qui porte et qui donne envie de se mobiliser, en fait. Et ensuite, je vous donne des exemples de missions. Alors là, c'est des missions qui sont de 5 associations différentes. Donc, c'est pas les missions d'une seule association, c'est 5 associations différentes. Et puis, j'ai parfois raccourci un peu parce que des fois, les phrases sont un peu plus longues. Donc, les missions, en général, oui, c'est ça, c'est entre 5 et 10 lignes de missions maximum. 10, ça fait beaucoup déjà. Mais voilà, c'est les activités principales de l'association.
Donc, la toute première, c'est celle du CFS, par exemple, promouvoir la sociocratie, mode de gouvernance adapté aux besoins individuels et collectifs. La deuxième, proposer, accompagner, promouvoir des actions visant à protéger la nature et l'environnement. Donc ça, c'est une des missions de l'association dont on vient de lire la vision. Encore une autre association donc culturelle, planifier des événements culturels destinés à un public européen intergénérationnel. Ensuite, une association qui travaille dans le social, accueillir, informer et orienter toute personne ou ménage rencontrant des difficultés liées au logement. Et la dernière, donc une association qui gère des EHPAD, faciliter le parcours de vie des personnes âgées ainsi que des personnes en situation de handicap. Donc vous voyez, c'est plus concret, les missions, et ça décrit la réalité de l'association, ce qu'elle fait principalement. Donc une fois qu'on a fait les visions et les missions, donc là, voilà, je vais vous expliquer le processus pour écrire les visions et les missions, la vision et les missions. Donc en général, d'abord, avec le groupe projet qui est constitué, on réalise un questionnaire qui est à destination de tous les adhérents, les salariés, les administrateurs, les bénévoles de l'association. Donc ce questionnaire, en gros, c'est quelques questions qui disent quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous dans l'association, comment vous voyez le monde, voilà, quel monde avez-vous envie de laisser à vos enfants et quelles sont les missions principales de l'association dans laquelle vous êtes adhérent. Donc les personnes répondent et à partir des réponses à ce questionnaire qu'on analyse avec le groupe projet, eh bien, le groupe projet co-construit un projet de vision et de mission. Donc ça, c'est un processus que je facilite. Pour la vision, c'est un processus particulier, les missions, voilà, et c'est pareil. Et ensuite, une fois que la proposition de vision et mission elle est rédigée, eh bien, elle est envoyée dans l'instance décisionnaire. Donc, en général, c'est le conseil d'administration qui valide par consentement. Donc, c'est là où on fait le lien également, en plus de vision-mission, avec la sociocratie. Je jette un œil sur le timing. Parce que j'utilise à ce moment-là la décision par consentement, qui est l'outil phare de la sociocratie pour la prise de décision. Très souvent, les personnes le découvrent, le processus. En tout cas, dans les associations que j'ai accompagnées, c'est souvent le cas. Et voilà, ils trouvent ça très intéressant à vivre comme processus très participatif, inclusif et permettant l'expression de chacun et une convergence qui permet l'expression de la divergence à un moment donné du processus. Ensuite, la suite de l'accompagnement, eh bien, on définit les axes principaux, comme je vous disais, les objectifs prioritaires. On le détaille dans un plan stratégique et on réalise aussi un plan d'action. L'intérêt du plan d'action, c'est vraiment que ce soit pas juste des grandes intentions, le projet associatif, mais qu'il soit concret et opérationnel. Et surtout qu'il puisse être évalué à la fin de sa durée. Donc 3 à 5 ans en général dans les associations que j'accompagne. C'est-à-dire, très souvent, quand il y a un projet associatif, donc il y a des beaux textes, des belles et grandes intentions, et au bout de 5 ans ou 3 ans, on reprend le projet et on se dit, maintenant, il faut l'évaluer, qu'est-ce qu'on a fait? C'est difficile de savoir. Alors qu'avec le plan d'action, comme il est très concret, on donne des actions très précises, un responsable opérationnel, un pilote pour chaque action, des contributeurs, un calendrier. Et donc, du coup, ça permet vraiment de savoir, non pas au bout de 3 ans ou 5 ans, mais au fur et à mesure, de savoir où on en est dans la réalisation, la mise en œuvre du projet associatif. Donc, pour la suite, après les visions et missions, on réalise un diagnostic. Donc, soit il est en ligne par un biais de questionnaire si c'est difficile de faire autrement, idéalement en présentiel, avec un panel d'adhérents, salariés, administrateurs, bénévoles et les partenaires également. On va faire un diagnostic assez complet sur la réalité actuelle de l'association, ce qui fonctionne bien et ce qui serait à modifier, transformer, améliorer. Donc ensuite, après les réponses à ce diagnostic, elles sont analysées encore une fois avec le groupe projet et par une animation en facilitation d'intelligence collective, eh bien, on met en évidence d'abord les axes principaux, donc qui sont en général entre 3 et 5. Et ensuite, on élabore le plan stratégique. Donc le plan stratégique, en fait, c'est simplement le détail pour chaque axe de par quoi on va passer, en fait. Comment on va faire pour arriver à atteindre cet objectif. Et le plan d'action, comme je vous le décrivais, avec un pilote, des contributeurs, un calendrier, des moyens, ressources, etc. Et enfin, donc une fois que le projet associatif est fini d'être rédigé, donc c'est-à-dire la vision, les missions, les objectifs prioritaires, le plan stratégique et le plan d'action, eh bien, il est soumis pour validation au CA et ensuite présenté en assemblée générale.
Et je ne sais pas si j'ai... Oui, voilà, j'ai une dernière slide. Je vais dépasser un tout petit peu les 10 minutes. Eh bien, le résultat de ce projet associatif créé grâce aux outils de la sociocratie, c'est qu'on a des intentions claires et partagées qui vont de la vision globale de la vision jusqu'à l'application concrète et opérationnelle grâce au plan d'action. Ce projet associatif, c'est un outil de gouvernement pour les dirigeants de l'association. Ça leur permet vraiment de naviguer pendant les 3 ou 5 ans de la durée du projet associatif, à la fois en ayant le cap grâce à la vision et en sachant par où passer grâce aux missions, aux objectifs, mais aussi avec un outil concret opérationnel qui est le plan d'action. C'est un outil de communication interne pour l'association, pour que chacun puisse savoir justement où on va, comment on y va, comment chacun peut trouver sa place, et aussi un outil de communication externe. La vision, souvent, et les missions, c'est des textes qui apparaissent sur les sites internet. Ça peut être envoyé aux partenaires. Vision, mission et peut-être objectifs principaux, c'est ce qui est communiqué en externe, et puis après, le plan d'action, c'est un outil, bien sûr, plutôt pour l'interne. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le moyen pour tous les membres de l'association de trouver leur place et de pouvoir contribuer. C'est-à-dire, on peut ne pas forcément faire partie du conseil d'administration ou voilà, être un bénévole actif et vouloir contribuer sans forcément rejoindre les administrateurs. Et ben voilà, ils peuvent prendre une ligne du plan d'action, se mettre dans les contributeurs ou même pilote en fait d'une action du projet associatif. Chacun peut y trouver sa place. Et pour conclure, je voudrais remercier mon collègue Pierre Tavernier qui m'avait formé en fait à cette manière d'accompagner les associations dans le projet associatif et je le remercie publiquement. Je l'ai déjà fait plein de fois en privé, mais je le fais cette fois-ci publiquement. Et voilà, c'est bon pour moi. Merci Nathalie. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux différents éléments qu'a présenté Nathalie? Ça peut être de tout ordre, pratique, théorique. Claire, je t'en prie, tu peux allumer ton micro. Attends, on ne t'entend pas. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me demandais quel retour après l'élaboration du projet vous faites auprès au moins des salariés et des adhérents. Est-ce que vous cherchez à obtenir quand même une adhésion de leur part, parce que vous leur avez demandé un point de vue, puis après la décision, elle est faite en CA. Je vois bien comment ça fonctionne par rapport à la sociocratie, mais sur le fond, ça me pose une question en fait. Je me dis que pour que ça dépend le type d'association, mais en tous les cas pour les salariés pour qu'ils trouvent leur place ou les adhérents, si c'est les bénévoles très investis, je pense qu'il faut, moi de mon point de vue, il faut qu'il y ait aussi un accord de leur part sur le projet. Peut-être je vais rajouter une question, Nathalie, et puis je ne sais pas si tu pourras répondre aux deux en même temps. Il y a Laurence qui demande quels freins éventuels rencontrés dans le processus. J'imagine que la question de l'adhésion peut en constituer un, c'est pour ça que je relie les deux. Alors, en tout cas, l'adhésion par les salariés, j'ai rarement rencontré ça comme frein. Pour moi, l'écriture du projet associatif, ça relève vraiment de la vision moyen-long terme, plutôt moyen terme. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment une des fonctions du conseil d'administration, des administrateurs d'une association. Et ils sont vraiment, en tout cas, ils ont la possibilité, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais il y a un groupe projet, en fait, qui est constitué pour suivre toute l'écriture. Et ce groupe projet, il est constitué de salariés également. Dedans, idéalement, on y retrouve des administrateurs et des salariés. Et donc, du coup, les salariés qui sont intéressés, motivés par cette démarche, ils peuvent participer au groupe projet. Alors, ça dépend de la taille de l'association, mais bien sûr, il n'y a pas tous les salariés. Et si c'est bien fait par le directeur ou la directrice, ils sont tenus au courant régulièrement des différentes étapes, en fait. Souvent, ça m'est déjà arrivé, alors ça dépend en fait de la configuration de l'association, mais au moment où on fait les validations par consentement, il n'y a pas que les administrateurs, il y a aussi des salariés, ça dépend de la taille de l'équipe, mais qui sont invités aussi. Okay. Ça va dépendre des associations qui tiennent vraiment à ce que ce soit le CA, parce que c'est le travail du CA de faire le projet associatif. Et il y en a d'autres qui sont OK, il y a la place pour avoir l'équipe salariée également, en tout cas ceux qui veulent venir, parce qu'il y en a qui sont vraiment concentrés sur l'opérationnel et qui laissent la partie projet associatif à l'association, enfin aux administrateurs.
Mais en tout cas, il n'y a pas d'interdiction dans la démarche de la présence des salariés, quoi. C'est plutôt là en fonction de leur envie, de leur motivation pour participer à ça. D'autres associations aussi où il y avait eu vraiment un temps inclus dans l'accompagnement de présentation justement du projet associatif, une fois qu'il a été validé, aux salariés pour qu'ils puissent l'intégrer, le comprendre la démarche et comment l'utiliser de manière opérationnelle après et comment justement s'inscrire dans le plan d'action et trouver leur place et leur Eh contribution. oui, ça me semble essentiel, oui. Oui, ça, voilà, c'est. Alors, soit ça fait partie de mon accompagnement, soit c'est fait par le directeur après avec ses salariés. Ça dépend en fait du temps qui nous reste dans l'accompagnement. Mm. Et en termes de freins, et je pense à une association effectivement où il y avait eu beaucoup de freins. C'était par rapport à plutôt la démarche participative en fait. Et je dirais il n'y avait pas eu de mesure avant d'à quel point les méthodes pas présentées de manière, enfin pas la sociocratie, mais en tout cas les méthodes participatives qui découlent de la sociocratie n'avaient pas été vraiment comprises. Et du coup, voilà, il y avait quelque chose de plus hiérarchique qui était présent. Et là, il y avait eu un clash. Donc je dirais que dans les freins, et ce qui est important dans l'accompagnement, c'est de bien présenter que justement, ça va être une démarche justement très participative, avec des outils innovants, la décision par consentement, etc., qu'on n'est pas sur un vote à la majorité comme d'habitude. Et en tout cas, c'est la seule fois, moi, où dans cette démarche-là, j'ai rencontré des freins, c'est qu'il y avait la démarche participative n'a pas été vraiment comprise, voilà, telle qu'elle était dès le début. Du coup, Laurence a précisé sa question. Elle disait, je voyais plus les freins au niveau des instances de gouvernance, avec des fois une volonté affichée théorique d'être dans une approche horizontale et inclusive et qui effectivement ne mesure pas jusqu'où ça va mener. Et voilà, ça fait exactement résonance à ça. Oui, voilà. Et cela rejoint ma question. Mais justement, comment cela a pu ou peut être dépassé? Je ne sais pas, Pierre, j'ai vu que tu avais levé la main à un moment donné aussi. Ouais. Alors, je ne veux pas anticiper sur le travail de la gouvernance, mais je voulais bisser un peu et renforcer ce que vient de dire Nathalie sur la participation des salariés. Je suis d'accord avec Nathalie que ça se joue toujours dans un contexte particulier, donc on fait avec l'association qu'on accompagne, mais il y a de toute façon toujours à associer d'une manière ou d'une autre les salariés qui sont partie prenante du projet. Donc en général, ils sont, comme Nathalie l'a dit, on les associe dès le groupe projet. Après, on peut leur présenter le projet associatif avant de le faire valider par le CA, ou c'est le CA qui peut décider à un moment donné, une fois que lui-même l'a validé, de consulter les salariés pour approbation. Enfin, en tout cas, il faut qu'à un moment ou à un autre, le projet associatif soit partagé par toutes les parties prenantes. Et en général, il est ensuite de ça présenté en assemblée générale pour être validé par les adhérents eux-mêmes et être connu par les adhérents eux-mêmes. Voilà. Et sur les freins, on y reviendra en termes de gouvernance, la question qui est posée sur l'horizontalité et on y reviendra dans la gouvernance. Il y avait une autre question qui est importante et très concrète, c'est Anne. Anne, on peut aussi prendre les questions à l'oral si tu veux la poser de vive voix, c'est plus sympa. Bon, sinon, je la dis. J'active mon micro et ma caméra du coup. Oui, concrètement, les agendas entre ceux des bénévoles et ceux des salariés sont parfois difficiles à concilier. Est-ce que vous avez trouvé des modalités qui facilitent cet ajustement en commun? Les agendas, tu as dit, c'est ça? Oui, les disponibilités, les salariés ont des heures de travail et de présence, par exemple, dans un magasin, qui fait qu'ils peuvent pas être disponibles parce qu'ils doivent être opérationnels. Et les bénévoles, eux, sont parfois plus disponibles à ces horaires-là, ou alors en soirée. Enfin, voilà, de l'expérience que j'ai eue, c'était quelque chose qui frottait et les ajustements sont pas toujours évidents. De faire venir des salariés en soirée après leur journée de travail, par exemple. Moi, j'ai compris ça il y a un petit bout de temps. Et du coup, moi, je peux me rendre disponible. Alors, pas H24, hein, je dirais qu'après 22 heures, je ne vaux plus grand-chose. Mais par contre, j'ai fait des réunions en soirée, j'ai fait des réunions le week-end, que ce soit samedi, dimanche. J'ai fait des réunions en journée. Enfin, voilà, bien sûr en journée, mais
Donc, en général, j'explique que oui, je peux me rendre disponible si on s'y prend longtemps à l'avance pour trouver. Et effectivement, c'est pas, voilà, les bénévoles parfois sont plus dispo le week-end ou le soir, et les salariés, ils veulent que ce soit sur leur temps de travail. Bon, on passe du temps, mais on trouve toujours des solutions en général. Voilà. Et juste, je me suis rappelé pour répondre à la question de, je crois que c'était Claire tout à l'heure, je me suis rappelé dans le détail de comment ça avait été fait par rapport à comment inclure les salariés. Soit en fait au moment de la prise de décision par consentement pour valider le projet associatif, soit ça avait été fait avec salariés et administrateurs, mais ça m'est déjà arrivé aussi de d'abord valider par exemple par les salariés, faire une décision par consentement, et après de réunir le CA, justement pour ces questions, soit de nombre de personnes, puisqu'une décision par consentement à 30, c'est pas gérable dans de bonnes conditions à mon sens. Je préfère que ce soit des plus petits groupes. Et, et aussi pour des questions d'agenda voilà, dont on vient de parler. Donc, soit un groupe ensemble, si c'est jouable, sinon, d'abord les salariés pour leur vision très opérationnelle justement de la mise en œuvre du projet associatif, et ensuite le CA pour validation finale, entre guillemets. Bah, pour abonder là-dessus, moi, dans mon expérience, je me permets, j'ai aussi eu fait dans une structure où les salariés n'étaient pas représentés du tout au CA, où ils n'étaient pas du tout décisionnaires, un temps d'échange et un sondage même de choix. Il y avait une histoire de scénarios à choisir, des scénarios stratégiques avec plusieurs options. Et on a fait une réunion avec le bureau et les salariés, où les salariés ont exprimé leur point de vue sur les différents scénarios. Et ensuite, le bureau a relayé ça au niveau du CA pour qu'ils aient aussi le son de cloche de ce que les salariés avaient considéré comme pertinent ou pas. Donc, même s'ils n'étaient pas décisionnaires à proprement parler, ils ont pu donner leur point de vue sur les propositions. Peut-être, bon, il nous reste... C'est la suite. Ouais, on passe à la suite. Du coup, c'est à toi, Pierre. D'accord, je vais partager mon écran alors. Allez. Est-ce que vous voyez? Tout le monde voit? Ouais. Donc, je vais vous dire comment on peut utiliser, s'inspirer de la méthode socratique de gouvernance pour accompagner des associations, mais des associations qui ne demandent pas l'implémentation de la sociocratie. Hein. Le plus souvent, on intervient auprès d'associations qui ont besoin d'être aidées pour améliorer leur gouvernance, mais elles ne demandent pas, elles ne souhaitent pas ou elles ne connaissent même pas la sociocratie. Hein, voilà. Donc, mais moi, je m'en sers quand même tout le temps et je vais essayer de vous expliquer comment. Alors, je prends l'exemple d'une association qui gère un cinéma, une association, une soixantaine de bénévoles actifs, avec 3 salariés, dont une situation qu'on rencontre souvent dans les assos, une coordinatrice qui en fait a un peu un rôle de directrice, mais qui n'a pas le titre ni les pouvoirs qui vont avec, donc elle doit gérer une situation ambiguë, et un CA qui se réunit tous les mois et pas de bureau. Enfin, il y a un bureau, mais le bureau ne se réunit pas et il n'a pas de mission particulière. Il est noyé dans le CA, quoi. Situation qu'on rencontre assez régulièrement. Et la demande qu'on me fait, moi, en tant que consultant, c'est que l'association veut être accompagnée pour formaliser le projet associatif et pour travailler sur une organisation du travail et un système de prise de décision qui soit efficace, parce que c'est un peu la pagaille. Voilà. Alors, du coup, comment est-ce que je peux utiliser ce que m'apprend la méthode socratique de gouvernance pour soutenir et répondre à cette demande, pour soutenir les changements dans une association, sans que pour autant on fasse une implémentation structurée de la méthode socratique de gouvernance. Hein. Voilà. Première étape, pour les méthodes socratiques de gouvernance, comme Nathalie vient de vous le rappeler, toute entreprise collective, donc une association, doit disposer d'une formulation partagée de sa vision, ses missions et son but. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que Nathalie en a beaucoup parlé. Donc, ce que je voudrais quand même valoriser, c'est que souvent, dans les associations, soit il n'y a pas de projet associatif, ou il est tellement vieux que plus personne n'en parle, et on ne sait plus où il est, ou bien les gens confondent le projet associatif avec les statuts. Hein.
l'article 2 des statuts les buts. Voilà. Or, on a souvent un gros problème parce que du coup, ce projet associatif, la vision, nous dit Hindenburg, c'est l'énergie qui rassemble les personnes, hein, qui met le système, qui permet de mettre le système en route. Et une vision qui est insuffisamment partagée, ça va entraîner des difficultés dans la prise de décision pour tout le reste. Et les gens vont s'affronter sur des détails parce qu'ils ne vont pas se faire confiance, parce qu'ils n'auront pas pris le temps de partager leur vision. Voilà. Et puis un deuxième problème qu'on rencontre régulièrement dans les projets associatifs quand ils existent, c'est que les axes prioritaires tiennent lieu de projets, voilà, mais ils sont définis comme des champs non délimités. Les associations se disent on va améliorer notre communication, c'est un axe prioritaire. Sauf que c'est sans fin améliorer sa communication. Donc il est extrêmement important, quand on travaille avec les associations sur le projet associatif, de clarifier quel est le but et ce que j'appelle moi une situation espérée. Voilà. Un projet associatif, ça doit décrire une situation espérée d'une association à 3 ans. Hein, voilà. Et je dois pouvoir mesurer que j'avance vers l'objectif. Bon, je passe là-dessus parce que Nathalie en a beaucoup parlé. Moi, j'ai fait travailler avec un groupe projet, comme Nathalie a fait, on a présenté la proposition et je l'ai fait valider par le CA au consentement. Prise de décision par consentement après présentation du processus et de la méthode aux gens, après m'être assuré qu'il y avait une liberté de parole suffisante pour utiliser l'outil, parce que c'est un très bel outil, mais il faut quand même vérifier qu'il y a des conditions pour l'utiliser. Hein. Il faut que l'animateur soit suffisamment à l'aise et qui sache suffisamment ce qu'est une objection, hein, pour conduire le processus. Il faut s'assurer que les gens aient une liberté de parole suffisante, moyennant quoi ça donne, comme Nathalie nous l'a dit, des projets associatifs qui sont très partagés. Voilà. Alors, après, on travaille sur la gouvernance. Ben, la sociocratie nous dit que dans une organisation, chaque équipe, chaque personne doit disposer d'une définition précise de sa mission et de son domaine. Domaine qui décrit un périmètre de pouvoir qui est l'espace dans lequel il peut prendre des décisions pour réaliser sa mission. Parce que donner des responsabilités à quelqu'un sans lui donner de pouvoir pour agir, c'est juste insupportable. Hein, voilà. Donc ça nous a amené en équipe projet à travailler sur la redéfinition des rôles, missions et domaines de toutes les commissions, parce qu'il y en avait pas mal de commissions de bénévoles qui participaient au fonctionnement du cinéma, et des salariés. Hein. Et ça nous a amené à re-questionner le rôle de la coordinatrice et à redéfinir finalement son rôle en tant que directrice, en faisant valoir que les arguments qui empêchaient le conseil d'administration d'opter pour une direction, c'était un peu un mélange de peur de perdre le pouvoir, hein, et en même temps des arguments financiers pour ne pas payer la directrice comme une directrice, c'est parce que ça coûte moins cher de payer une coordinatrice qu'une directrice. Donc le deuxième argument, on l'a réglé de gré à gré, mais le premier argument, moi j'ai fait valoir que donner une responsabilité à quelqu'un sans lui donner un espace pour réaliser sa responsabilité, ça ne pouvait pas fonctionner. Et que la peur du conseil d'administration de se voir dépossédé de sa responsabilité, ça venait notamment du fait que le conseil d'administration n'avait pas une définition de sa mission claire et du fait que le bureau ne fonctionnait pas, ce qui a été la deuxième étape, hein, de notre travail sur la gouvernance. En sociocratie, nous dit Hindenburg, la mission du cercle supérieur d'une entreprise, c'est de relier l'organisation à son environnement pertinent. Ça nous a amené à reconsidérer le rôle de l'Assemblée générale, du conseil d'administration, du bureau de la direction. Dans le monde associatif classique, l'Assemblée générale s'est considérée comme l'espace à l'intérieur duquel toutes les décisions se prennent.
Voilà. Gérard Hindenburg est très méfiant par rapport à ça parce qu'il dit quand on donne le pouvoir à des gens qui sont aussi les bénéficiaires de l'organisation, on risque d'avoir un refermement de l'organisation sur elle-même. Donc moi, je dis, quand j'accompagne l'association, votre assemblée générale, c'est un espace pertinent pour évaluer, pour mesurer le bon fonctionnement de l'association. Ce n'est pas un vrai espace de prise de décision, parce que dans le meilleur des cas, l'Assemblée générale, elle a les capacités de valider les propositions que lui sont faites par le CA, pas plus. Voilà. Donc, le véritable organe de prise de décision, le véritable cercle supérieur au sens sociocratique d'une association, c'est le conseil d'administration. Voilà. Et donc, il faut sortir le conseil d'administration de la tentation qu'il a souvent d'être plongé dans la direction des affaires courantes, hein, pour permettre à ce conseil d'administration de se positionner sur un axe, un rôle stratégique, de relier l'organisation à son environnement pertinent et du coup s'assurer de l'existence d'un projet associatif pertinent et actualisé régulièrement. Voilà. Du coup, ça implique que le bureau, lui, prenne une posture particulière et qu'il existe en tant que tel pour faire le lien entre le stratégique porté par le conseil d'administration dans une temporalité de moyen terme, et puis l'opérationnel qui est porté soit par une équipe salariée et des bénévoles, qui était mon cas, soit des fois par que des bénévoles quand il n'y a pas de salariés, hein, ou essentiellement des salariés quand il y a très peu de bénévoles actifs. Hein, voilà. Donc ça nous a amené à redéfinir une charte de gouvernance dans laquelle on a écrit précisément le rôle de l'Assemblée générale, le rôle, mission, fonction principale, besoin pour fonctionner du conseil d'administration, du bureau et de la direction. On arrive au terme des 10 minutes, Pierre. Ouais, j'ai presque terminé. Voilà. Donc, après, on a rédigé une synthèse de tous ces changements, synthèse du projet associatif travaillé dans le premier temps, synthèse de la gouvernance proposée avec l'organisation et le rôle des différentes commissions, etc. On a présenté tout ça au CA réuni en plénière un samedi matin. Voilà, et on a déroulé le processus de décision par consentement, parce que les conditions étaient réunies, et on a pu valider l'ensemble de la proposition avec des amendements petits qu'on a pu faire sur le champ pour prendre une décision par consentement. Voilà. Et l'association disposait d'un projet associatif actualisé, d'une charte de gouvernance validée par le CA et d'une organisation dans laquelle le rôle et la mission de chacun et les périmètres de pouvoir de chacun étaient définis. Voilà, j'ai terminé. Merci. Du coup, ça donne à voir quelque chose qui est vachement important. Et pour reprendre tes phrases, parce que moi aussi j'ai été formée par Pierre et j'ai la même gratitude que Nathalie, je trouve que dans ton exemple, ça donne vraiment à voir le besoin de clarifier les rôles, le besoin de donner le pouvoir à la personne à qui on attribue des missions et aussi de donner le bon titre voilà, en fonction des missions qui sont données. Et encore une fois, pour paraphraser ce que tu nous disais, ça permet de mettre de l'explicite et d'avoir le moins de confusion possible. Donc, ça donne à voir que même dans une organisation qui ne cherchait pas à implémenter la sociocratie, ces principes-là ont été très aidants, j'entends, pour apporter de la clarté dans les rôles. Et c'est aussi intéressant de noter la peur de la perte de pouvoir dans le CA. Voilà. Et pour rejoindre une des questions qu'on avait tout à l'heure, je crois que c'était Laurence, c'est aussi un peu cette peur-là qui est en arrière-fond, en fait. On a envie de changer, mais il ne faut pas trop changer non plus, quoi. Voilà. Donc, je laisse... Il y a Claire qui a levé la main. Et puis, pareil. Vas-y, Pierre, je t'en prie. Il y a juste un petit truc que j'ai oublié de dire, c'est que dans la charte de gouvernance, on a introduit qu'il était intéressant d'avoir un double lien des salariés au CA. OK.
et je ne l'ai pas motivé par la méthode sociocratique de gouvernance, je l'ai motivé par le fait que une directrice seule représentante des salariés au CA, elle est prise entre le marteau et l'enclume. Voilà, vous comprenez, hein, et ça, c'est un argument qu'ils ont très bien compris, et ils ont accepté du coup d'inscrire dans la charte de gouvernance que autant que possible, sauf sujet très particulier, il y avait un double lien des salariés au CA. Alors, juste pour faire circuler la parole, il y a Romain qui demande la parole, qui ne l'a pas eu, et Claire ensuite. Et voilà, autant que possible, je vous invite à prendre la parole, sinon vous pouvez écrire dans le chat. Pierre, du coup, je t'ai piqué la parole, désolé. Merci Pierre, merci Nathalie avant pour vos présentations. Je ne sais pas si c'est une question, en tout cas il y a une interrogation qui me taraude sur la question de la dimension de l'association en question. Donc là, tu évoques une petite association qui gère un cinéma. Je me demande si, quand on passe à l'échelle, la question tend sur la question du projet associatif que sur le rôle des différentes instances. Est-ce que c'est pas un petit peu différent? C'est notamment, tu as évoqué sur le CA que tu lui accordais une responsabilité stratégique dans une dimension d'association plus grande. Je me demande si c'est pas la direction qui va porter cet aspect stratégique et auquel cas le conseil d'administration se consacrera plus à la vision politique. Et donc, pour faire le lien avec le projet associatif, et dans la mesure où j'ai bien compris ce que disait Nathalie, ce qui n'est peut-être pas le cas, il me semble qu'elle incluait, en plus de la vision-mission, la dimension des objectifs stratégiques et du plan d'action. Donc, on revient sur quelque chose tout inclus dans un même document avec une visée de 3 ans, mais du coup qui brasse le politique et le stratégique. Et je me demande si dans des organisations plus larges, il ne fait pas plus de sens d'avoir un travail qui porte sur la mission, vision dans un ordre plus justement politique et qui serait la responsabilité première d'un conseil d'administration, de façon à qu'ensuite décliner au niveau des organes de direction et des, je sais pas comment on peut les appeler ça, des cadres supérieurs de l'organisation, la dimension des objectifs stratégiques et de leur déclinaison en plan d'action. Donc voilà un espèce de commentaire-question ramassé. C'est pas clair si ta question elle est en lien ou pas du tout. Un peu. Alors vas-y, puis comme ça, Pierre répondra aux deux. Ouais, je pense que c'est pas plus mal qu'on. Ma question, c'est que, pareil, c'est une histoire de dimensionnement d'association. J'ai accompagné un centre social, enfin 2 centres sociaux qui avaient une dizaine de salariés et un conseil d'administration d'à peu près de la même taille. Or, tu disais que effectivement la vision, c'est au conseil d'administration et l'opérationnel, il faut pas y aller où le bureau fait juste un peu de... Mais il y a un problème de compétence. Je m'explique. En fait, le conseil d'administration sert à remercier des habitants bénévoles qui se sont beaucoup impliqués dans le fonctionnement des centres sociaux. Et donc, eux, ils adorent l'opérationnel. Et quand on leur parle même pas de stratégie, mais alors, enfin, de stratégie déjà, puis de vision, ils se sentent très démunis. Donc, moi, je trouve que ça questionne aussi la fiche de mandat. En fait, le mandat, il faut aussi remettre à plat et peut-être recruter des membres de CA qui soient en capacité de tenir ce rôle qui devrait être celui du conseil d'administration, parce que sinon, c'est compliqué pour tout le monde. Vas-y, Pierre, peut-être tu peux répondre à ces deux-là. Et puis, si vous En fait, je suis d'accord avec vous, hein, avec vous deux. C'est-à-dire que le rôle alors, stratégique, politique, la frontière, elle est des fois un petit peu floue, mais de toute façon, que l'association soit petite ou grosse, il y a une participation de l'opérationnel à la définition du stratégique et du politique, parce que ça doit collaborer. Voilà. Maintenant, que le conseil d'administration soit recentré sur du politique, c'est extrêmement important. Et plus l'organisation va être grosse, plus ce centrage politique va être évident. Hein. Si on en revient à ce que disait Hindenburg, que je vous ai cité, le conseil d'administration, il relie l'organisation à son environnement pertinent. Dans une très grosse structure, le rôle du conseil d'administration, il va être très fortement de relier
et assez peu de définir la stratégie. Tu as raison, ça va se faire au niveau de la direction générale. Et dans le cas particulier, c'est très important, ce qu'il faut retenir de ce que tu dis, c'est la distinction entre les temporalités d'un conseil d'administration et celle de la direction. Hein. La direction, elle œuvre dans le quotidien. Le conseil d'administration, il doit se positionner dans du moyen terme. C'est parce qu'il y a cette tension entre les deux qui est portée par le bureau, hein, qui fait le lien entre ces deux espaces, qui permet que on ne s'englue pas dans le quotidien, le nez sur le guidon, ou qu'on ne décolle pas en se faisant des projets qui n'ont aucune chance d'être jamais réalisés. Voilà. Donc, c'est très important de signaler cette double temporalité. Et pour en revenir à ce que dit, à la question de Claire, le fonctionnement des... Tu prends l'exemple des centres sociaux qui est presque caricatural, tellement c'est fréquent ce que tu dis, mais qu'on retrouve un peu dans toutes les associations, dans lesquelles le conseil d'administration, ça va être souvent l'espace dans lequel sont rassemblés les bénévoles les plus impliqués. Mais les bénévoles les plus impliqués sont souvent les gens qui sont les plus intéressés par l'action concrète de l'organisation et pas nécessairement du tout ceux qui sont le plus intéressés par le rôle politique et stratégique que doit jouer un conseil d'administration. Hein. Donc, il y a un vrai défi dans le monde associatif, surtout le monde associatif salarié, mais c'est vrai aussi dans les associations qui n'ont que des bénévoles, parce que j'en accompagne une en ce moment, et la problématique est un peu la même, c'est d'accepter que le conseil d'administration, c'est un espace particulier avec une mission particulière et que ça demande des compétences particulières. Et souvent, dans des associations qui ont des salariés, il revient aux salariés de former les membres de son conseil d'administration, de sensibiliser le conseil d'administration à sa propre mission et de faire en sorte que les gens qu'on recrute au conseil d'administration soient pertinents au regard des besoins. Et dans ce sens, avoir une définition de la mission du conseil, ce qu'on fait dans une charte de gouvernance, c'est très aidant parce que ça permet de dire aux gens, si vous voulez rentrer au conseil d'administration, voilà ce que vous allez faire. Thomas, tu commentais quelque chose? Tu peux le dire à l'oral si tu veux. Oui, et puis il y a Nathalie qui lève la main. Je disais que moi, j'entends dans le fait de faire venir les bénévoles dans le conseil d'administration, c'est que souvent, on ne sait pas tellement comment définir des espaces de décision. Et donc, on a par défaut un espace de décision qui est fourni par les statuts. Et donc, c'est un peu fourre-tout. Et que le travail dont parle Pierre, là, avec la charte de gouvernance, je trouve ça intéressant. Ça permet de réouvrir, on va dire, le champ des possibles et de se dire, bah oui, ces commissions, c'est pas forcément que des lieux purement exécutifs. Et on peut reconnaître une vraie légitimité à des décisions sur des périmètres limités dans ces espaces-là. Et du coup, aussi redonner une dignité, on pourrait dire, aux bénévoles, ou un sentiment de compter aux bénévoles sans qu'ils aient forcément besoin d'être dans le CA où effectivement ils risquent de s'ennuyer ou bien d'être surchargés par des ordres du jour pléthoriques, quoi. Merci. Il y a Nathalie qui levait la main et on arrive au terme de notre temps. Claire, si tu peux... De toute façon, c'est toi qui reprends la parole après. Claire, si tu peux bien noter ta question dans le chat, on la prendra dans la salle suivante. Oui, c'était pour rebondir sur la différence politique stratégique. Je pense à la différence de taille d'association. Il y a des associations où il y avait jusqu'à 20-25 salariés, où là, le projet associatif, donc comme je disais tout à l'heure, les salariés étaient impliqués dans la rédaction, et après, ils pouvaient s'inscrire dans certaines lignes du plan d'action, sachant que c'était des actions qui se rajoutaient à leurs actions opérationnelles du quotidien, et qui leur, à mon sens, les aident à avoir une vision, justement, à se raccrocher un peu à la vision moyen terme, voilà, en prenant un peu part dans la mise en œuvre du projet associatif. Et il y a je pense à une association que j'ai accompagnée où là, il y avait, je crois, entre 100 et 150 salariés.
Donc là, au niveau de l'association des salariés dans l'écriture de projets associatifs, c'est plutôt les membres du CODIR qui ont été associés. Et bien sûr, il n'y avait pas les 100 salariés à ce moment-là. Et après, alors eux, ils ont un projet associatif où c'est plutôt les administrateurs du coup qui ont été impliqués et certains membres du CODIR pour l'écriture du projet associatif et ensuite sa mise en œuvre. Et ils ont aussi un projet d'établissement. Là, c'est vraiment relié à... donc on pourrait faire cette distinction politique stratégique. Voilà, il y a certains salariés qui peuvent aussi s'inscrire dans des lignes d'action et qui ont pu contribuer aussi à l'écriture du projet associatif. Et pour répondre à la difficulté des administrateurs d'avoir cette vision moyen terme, stratégique, politique, etc., eh bien, dans l'accompagnement, j'entends souvent « Oh là là, c'est dur ». Au début, une confusion et une difficulté justement à définir ces axes stratégiques, etc. Et en fait, dans l'accompagnement, au fur et à mesure, ça se fait. Et en fait, les compétences se déploient. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué souvent. Et enfin, on a un vrai projet associatif qui est fait, où on a redéfini la gouvernance et on y est arrivé, en fait. Et je trouve ça toujours agréable et chouette à vivre à chaque fois. Et puis, on peut aussi aller chercher, et ça se fait, des ressources extérieures, notamment juridiques, pour aller, quand il faut changer des statuts, par exemple, etc. Alors, donc ça va être à moi de lancer la séquence suivante. Partage d'écran. Ah oui, mince. Est-ce que je vais réussir à déplacer cette fenêtre? Ah, je vois pas mon écran. Alors nous, on voit bien. Hein. Ouais, mais c'est parce que peut-être qu'il faut que je fasse comme ça. Ah non, mince, ça ne veut pas. Alors, attendez. Ah, voilà. Ça y est. Ah non, ça ne peut pas. Je vois pas. Moi, je vois pas mon écran. Je vois pas. Alors, nous, on voit. Ça y est, c'est bon. Excusez-moi. Donc, troisième séquence pour vous expliquer la implémentation de la sociocratie. Donc, on travaille sur la gouvernance, mais de manière très clairement affichée. Et puis, c'est souvent la demande. Hein, je réponds à une demande très claire de on veut fonctionner en mode sociocratie. Ou alors, des fois, la demande, c'est on veut être en gouvernance partagée. Et quand je présente ma proposition, eh bien, je dis, voilà, moi, ce que je propose, c'est la sociocratie et la proposition est acceptée. Et ensuite, on commence l'implémentation. Alors, les différentes étapes, de manière très globale, et j'ai mis en ordre 1, 2, 3, 4, 5, mais alors, le diagnostic, c'est toujours la première étape, c'est pas la deuxième, troisième ou cinquième étape, bien sûr, on commence toujours par un diagnostic avec les membres de l'association. Donc, on définit d'abord avec un groupe projet qui c'est bien de convier à ce moment-là, les salariés, des bénévoles, peut-être certains partenaires. On fait un diagnostic de l'association pour voir, pour que... Donc, j'ai plusieurs outils de diagnostic, certains outils qui m'ont été transmis par Pierre. J'utilise les 6 chapeaux aussi, je trouve que c'est pas mal pour voir qu'est-ce qui est l'existant. Souvent, j'aime bien refaire l'historique à ce moment-là de l'association. Et puis, qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'il faut conserver, qu'est-ce qui fonctionne pas bien, quelles sont les idées. Et on va évaluer aussi les 3 piliers dont j'ai parlé, il me semble, tout à l'heure. Les intentions de l'association, est-ce qu'elles sont claires et partagées? L'organisation, pareil, comment c'est structuré? Est-ce que c'est clair pour chacun? Et au niveau des relations entre les membres, comment c'est vécu? Donc, on fait des diagnostics. Et ensuite, je fais un compte-rendu, un résumé du diagnostic et je l'envoie aux personnes qui ont été définies dans le groupe projet pour travailler sur cette implémentation. Ensuite, toujours en deuxième étape, pareil, c'est plutôt les 3, 4, 5 qui sont pas forcément dans cet ordre-là ou qui font en parallèle souvent. Mais deuxième étape, je présente la méthode sociocratique de gouvernance. Ah, excusez-moi, j'ai une horloge vache, sonne toutes les heures et ça y est, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Il est donc 13h pile. Alors, je présente la méthode sociocratique de gouvernance, donc en général sur 1 heure ou 2, en mode conférence participative, c'est-à-dire sur des séquences, un peu comme on fait là, d'ailleurs on fait de la conférence participative, c'est-à-dire des séquences de 10 minutes max, et après les gens peuvent poser des questions et réagir. Donc voilà, je présente vraiment tout ce que je peux présenter avec mes supports que j'utilise pour les formations. Non, je ne me suis pas lancée des 10 minutes. Vous savez combien de temps que je perds? Suis-moi. Je l'ai mis, Nathalie, je pourrais être... D'accord, ouais, ok, super, merci. Me dire 2-3 minutes avant la fin, super. Donc voilà, et après cette présentation, eh bien, je lance le jeu de la sociocratie. Donc ce que je fais en général, c'est que je fais une proposition et je lance une décision par consentement.
avec les personnes qui sont présentes et qui sont du coup légitimes pour prendre cette décision. Et je fais la proposition je vous propose d'implémenter la sociocratie avec vous et de fonctionner en mode sociocratique pendant une durée. Donc en général, je dis 1 an à peu près. Ça permet, par rapport à la temporalité de l'association, d'avoir 4 saisons et surtout de bien avoir le temps de déployer et de vivre en sociocratie. Et au bout d'1 an, eh bien, vous ferez un bilan et vous verrez si vous voulez continuer ou pas et de quelle manière en sociocratie. Donc, je vérifie on fait une décision par consentement, donc on vit déjà un premier outil, et je vérifie que personne n'a d'objection, ou si, par rapport à ma proposition, souvent il y a des conditions à poser, des questions, enfin voilà, pour rassurer les gens, parce qu'il y a des freins, souvent, on va le voir après. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais eu d'objection, donc voilà, c'est parti pour jouer au jeu de la sociocratie. Et donc ensuite, eh bien, on travaille sur la vision et les missions. Soit on reprend ce qui est existant, on l'amende un peu, ou alors s'il n'y a pas vraiment de texte qui ferait l'équivalent de la vision et des missions, du coup on les écrit ensemble, avec un groupe qui est constitué pour faire une proposition. Donc on crée à ce moment-là, je lance des groupes d'amélioration, ce qu'on appelle des groupes d'amélioration, c'est-à-dire des groupes de personnes volontaires, motivées pour faire une proposition, qui ensuite est validée, comme on a vu tout à l'heure, dans le CA et auprès des salariés. Ensuite, il y a la co-construction d'un design de cercle, donc que j'appelle point de départ, parce que souvent on passe beaucoup de temps là-dessus. Alors, design de cercle, pour ceux qui ne connaissent pas la sociocratie, c'est de créer en fait des instances qui vont avoir un pouvoir décisionnaire, d'exécution et d'évaluation. C'est des personnes d'un même service où ça va être le cercle communication, par exemple, dans le CFS, on a le cercle communication, le cercle agrément. C'est vraiment en lien avec la réalité de l'association, ses missions. Donc, chaque cercle a une mission particulière et un domaine, c'est-à-dire un périmètre d'action et de décision bien défini. Justement, ça fait partie des choses qu'on va faire après. Mais voilà, donc d'abord, on réfléchit à quels sont les cercles, quels seraient les cercles qui seraient pertinents dans votre association. Donc là, il y a toute une réflexion sur, souvent, il y a la tentation de faire plein de cercles, alors que c'est pas forcément le plus pertinent, ou alors de dire, non, on n'en fait qu'un, et puis on verra après. Enfin voilà, il y a toute une discussion par rapport à ça, et c'est une réflexion intéressante de comment chacun voit l'organisation aussi. Et on voit, il y a souvent des divergences au début. Et puis, au bout d'un moment, comme c'est difficile souvent dans ce process-là d'arriver à la convergence, je dis, voilà, comme on est en train de jouer le jeu de la sociocratie, je vous propose, on se met d'accord sur une proposition, on vérifie qu'il n'y a pas d'objection. Et si jamais ce design doit changer dans 2 mois, il change. Voilà, la sociocratie, on l'appelle également la gouvernance dynamique, c'est un processus dynamique. Ça va changer, mais on part, l'idée c'est de partir sur quelque chose. Donc voilà, on crée le design de cercle. Et après, du coup, l'idée c'est de lancer les cercles pour les rendre opérationnels. Donc, ça commence toujours par des élections sociocratiques, où on va définir les mandats qui sont importants en sociocratie, donc qui est le responsable du cercle, qui est son animateur pour animer les rencontres de cercle, le secrétaire et le second lien. Voilà. Donc, le second lien, c'est cette personne qui va participer au cercle dans lequel il est et également au cercle soit supérieur dans l'organigramme ou alors plus central comme le cercle général qui est au centre du design de cercle. Voilà, et ensuite on va rédiger pour chaque cercle sa mission et son domaine, c'est-à-dire son périmètre d'action et de décision, qu'est-ce que le cercle peut prendre comme décision et qu'est-ce qu'il peut mettre en œuvre justement et évaluer. Et si j'ai le temps dans l'accompagnement, ça dépend du nombre de jours qui m'a été alloué, eh bien je les aide à rédiger les premières politiques, notamment une qui est importante à mon sens, c'est donc une politique pour un cercle, ça explique comment le cercle va fonctionner. Et notamment, je leur dis, c'est important de savoir comment vous allez intégrer des personnes dans le cercle et comment on dit au revoir aux personnes, c'est-à-dire le processus d'accueil et de départ. Voilà, ça peut s'appeler comme ça, processus d'accueil et de départ du cercle. Dans quelles conditions, quelles sont les conditions favorables pour accueillir le mieux une personne, que ce soit pour la personne qui arrive ou les personnes qui accueillent, qui sont déjà dans le cercle. Et aussi le départ d'une personne, qui soit volontaire ou pas, comment on fait pour que ce soit bien vécu, le départ d'une personne d'un cercle. Il reste 3 minutes, Nathalie. Ok, très bien. Donc voilà pour les différentes étapes. Alors un point sur la formation des membres. Parce que ensuite, après avoir mis en place les cercles, l'idée c'est de donner les moyens à l'animateur, au secrétaire et aux responsables du cercle de pouvoir mener à bien leur mandat. Parce que quand il y a une élection sociocratique, c'est toujours il y a une durée de mandat. Et donc, du coup, à ce moment-là, il y a toujours une partie formation.
Donc, j'ai déjà fait une présentation de la sociocratie, mais en général, je donne beaucoup d'infos sur comment on fonctionne en sociocratie. Et je forme donc à minima les animateurs de chaque cercle, mais idéalement plusieurs personnes dans la structure, aux outils d'intelligence collective qui vont permettre d'animer des réunions de cercle de manière sociocratique et de manière participative en intelligence collective. J'aide aussi les secrétaires à être bien outillés, bien organisés pour pouvoir jouer leur rôle de gardien de la mémoire du cercle. Par exemple, en sociocratie, les relevés de décision de chaque cercle sont vraiment partagés à tous les membres de l'organisation. Donc ça, il faut que ce soit de manière numérique, hein, parce que maintenant on est dans un monde numérique, et bien que ce soit accessible à chacun et que chacun puisse trouver le relevé de décision de chaque cercle. Et puis que le secrétaire puisse bien rédiger l'ordre du jour, envoyer aux participants à la réunion, enfin voilà, leur donner le process un petit peu, qu'ils puissent, et puis voilà, qu'ils cherchent leurs propres outils, mais pour pouvoir bien jouer leur rôle. Et les responsables exécutifs, qui sont eux en charge de l'exécution des décisions qui sont prises dans le cercle, parce qu'en sociocratie, les décisions stratégiques importantes et structurantes sont prises dans les cercles par le nous, et ensuite elles sont mises en œuvre par les personnes qui ont pris ces décisions. Et la personne qui pilote la mise en œuvre, c'est le responsable du cercle. Et donc, du coup, lui aussi, il a besoin d'outils pour coordonner la mise en œuvre. Et donc, du coup, en général, je travaille ça aussi avec ces personnes. Les freins. Donc, les freins que j'ai rencontrés jusqu'à présent, parce que ma carrière n'est pas finie, donc je vais en rencontrer d'autres, je pense. Donc, la méthode de la sociocratie, c'est une méthode qui reste très innovante, hein. Elle a été inventée dans les années 70, donc ça fait déjà quelques dizaines d'années, mais quand même, hein, on est vraiment, moi je préviens maintenant, je le faisais pas avant, mais maintenant je préviens, attention, on est sur quelque chose de très innovant. Vous faites partie, les associations qui se structurent en mode sociocratique, vous faites partie des premiers quand même qui le font, enfin, par rapport à l'ensemble des personnes en France. Vous êtes quand même, voilà, et donc du coup, vous allez trouver peu d'exemples alentour de personnes qui ont fait comme vous. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. La plupart des gens ne fonctionnent pas comme ça. Donc, du coup, ça, c'est important de le savoir. Et donc, du coup, c'est une telle transformation qu'il y a des freins. Il y a des personnes qui vont être attachées au fonctionnement démocratique qu'ils connaissent et qui vont du coup résister. Et ces freins, ils vont ralentir le processus. Très souvent, il y a un petit groupe de personnes très motivées pour fonctionner en mode sociocratique parce qu'ils voient très bien les enjeux actuels, les problématiques et comment la sociocratie va permettre de les résoudre. Et eux, ils ont très envie d'y aller. Il y a un petit groupe de personnes qui résistent et au milieu, il y a une plus grande masse de personnes qui attendent de voir ce que ça va donner. Donc là, on est dans la conduite du changement de manière générale. Et donc, les personnes qui sont très motivées, elles sont frustrées. Mais c'est important, et ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec le temps dans ma pratique, de vraiment écouter, accompagner les résistances, de pas vouloir faire comme si elles n'existaient pas ou d'être contre, voilà. Mais vraiment parce que il y a des choses très intéressantes qui sortent de ça, et c'est important de prendre en compte aussi cette réalité. Et ces personnes-là nous permettent d'aller plus lentement et de faire un meilleur travail au final. Et aussi, du coup, on est dans une dynamique inclusive, hein, ça va bien avec les valeurs de la sociocratie, donc on prend en compte tout le monde. Sans toutefois laisser les obstructions abusives prendre le contrôle, c'est-à-dire des freins très forts qui voudraient empêcher que ça se fasse parce qu'il y a des peurs derrière. Eh ben non, en fait, on ne va pas empêcher que le processus se fasse, surtout qu'en général, il y a une décision par consentement de jouer le jeu de la sociocratie, donc on le joue, mais on fait attention, on met des points de vigilance, on accueille les résistances, on les écoute, on met en place des choses pour répondre aux peurs, et donc pour répondre aux besoins de ceux qui veulent avancer, d'avancer, mais tout en prenant en considération aussi les personnes qui ont des freins. Alors, les avantages, ça permet de mettre en lumière et de limiter les jeux de pouvoir. Ça, c'est vraiment le grand avantage de la sociocratie pour moi. On a des intentions qui sont claires et partagées. Le rôle et les périmètres de décision et d'action sont clairement définis. Tout le monde sait comment contribuer, qu'on soit dans un cercle ou pas. On peut aussi faire partie d'un groupe d'amélioration et contribuer à élaborer une proposition pour répondre à une problématique. Enfin, il y a vraiment différentes manières de contribuer et de trouver sa place dans une organisation sociocratique. La transparence est de mise, ça je l'ai déjà dit, grâce au relevé de décision. Et c'est un processus dynamique qui s'adapte à la réalité de la structure. Comme dit Pierre régulièrement, la sociocratie, c'est pas un modèle, c'est une méthode, en fait. Donc on applique une méthode qui est cohérente, mais qui n'est pas un modèle qui s'impose à l'organisation. L'organisation va appliquer la méthode et dérouler petit à petit, et voilà, tous ces processus vont s'adapter à la réalité vraiment de l'association. Et pour finir, les points de vigilance. Donc la mise en place de la sociocratie, c'est un moment charnière et sensible pour moi. C'est important de bien penser cette transformation et idéalement pour moi de se faire accompagner par un tiers neutre et expérimenté.
qui va permettre, souvent on arrive dans un contexte où la sociocratie, ça répond, il y a des problèmes en fait, hein, quand même, puis il y en a toujours dans toutes les organisations, de toute façon, il ne faut pas se mentir. Et la présence du tiers neutre va permettre de fluidifier les échanges et de permettre à la divergence de s'exprimer et d'amener de la convergence petit à petit. Et un tiers qui s'y connaît aussi, j'ai envie de dire, parce que des fois, il y a des personnes qui ont lu quelques petits trucs sur la sociocratie et on va fonctionner comme ça, et avec la promesse, en fait, il n'y aura plus de jeu de pouvoir, alors qu'en fait, on ne fait pas les choses correctement, j'ai envie de dire, la méthode, elle n'est pas bien comprise, donc pas bien appliquée. Et du coup, les jeux de pouvoir, ils explosent et on a un sentiment de trahison en plus ou d'injustice parce que on nous avait dit que ce serait participatif et en fait, finalement, c'est toujours les mêmes qui prennent la décision. Enfin, voilà, attention parce que ça peut être une bombe, ça peut être encore pire en fait. Voilà, si on part dans quelque chose sans forcément connaître bien la méthode. Un autre point de vigilance en cours de route, il y a des nouveaux qui vont arriver, donc c'est important que leur embarquement, qu'on les informe avant le recrutement, et puis une fois qu'ils sont arrivés sur comment on fonctionne ici, c'est en sociocratie, et voilà, les informer et les former, idéalement. Et afin de garantir la durabilité du système qui est auto-organisé, faire attention sur la durée à ce que la méthode et les processus soient appliqués et intégrés avec persévérance, parce qu'il peut y avoir pendant un an, tant qu'il y avait le consultant qui était là, on fait, puis après finalement, on revient un peu en arrière et on reprend finalement ce qu'on faisait. Donc voilà, vraiment, si c'est un processus quand on s'engage, de s'engager sur la durée. Et j'ai terminé par dans la joie, parce que voilà, faut pas que ce soit compliqué. Et moi, quand j'accompagne une organisation, souvent je leur dis, en fait, ok, on a tant de jours à faire ensemble, mais après, je suis joignable. Voilà, si vous rencontrez une difficulté, n'hésitez pas à me contacter parce que ce serait dommage de rester sur quelque chose de compliqué, alors qu'en fait, il suffit de mieux comprendre, d'ajuster. Et c'est un processus qui doit se vivre simplement et dans la joie. Et voilà, j'ai dit. Merci Nathalie. Eh ben, on est reparti pour une nouvelle séquence de questions, sachant qu'on en avait déjà une ou deux dans le chat. Alors plutôt en lien avec la question avec le CA. C'est Anne qui disait dans certaines assos, il y a une difficulté à recruter des bénévoles au CA. Est-ce que d'après vous, le fonctionnement sociocratique peut contribuer à lever ce frein ou est-ce qu'il risque de le renforcer? Et puis moi, je vais appuyer en disant que ce n'est pas juste au CA, mais aussi dans les fonctions statutaires. Il y a des assos qui n'arrivent même pas à remplir les 3 fonctions dans le bureau où c'est toujours un peu les mêmes. Je ne sais pas quelle expérience vous avez de ça. Et puis, si on a d'autres questions, à l'oral ou à l'écrit, il nous reste un petit peu de temps. Pierre, tu veux prendre la parole? La question de la difficulté de recrutement au CA, elle est assez fréquente de fait. Moi, je trouve que, et je fais toujours cette réponse aux associations, il faut sortir de plein d'idées préconçues. Par exemple, il y a plein d'associations dans lesquelles on attend que les gens se présentent d'eux-mêmes à l'Assemblée générale pour être élus. Alors, ça ne marche pas. Mais la difficulté, elle est qu'au préalable, on n'a même pas défini de qui on a besoin et qu'est-ce qu'on attend. Donc moi, je dis aux associations, commencez par définir le rôle de votre conseil d'administration, les engagements que ça demande, parce que c'est pas pareil pour une personne de dire je vais me réunir 4 fois dans l'année pendant 3 heures ou je vais me réunir tous les mois pendant 5 heures, parce que les réunions n'en finissent jamais. Voilà. Donc, définissez de quoi vous avez besoin, quel est le rôle du conseil d'administration, de quel type de personnes vous avez besoin, quels sont les rôles, les compétences qui vous manquent dans le conseil d'administration. En termes de savoir-faire ou en termes de réseau, de relations avec le milieu environnant. Voilà. Quand une grosse association comme la FNARS va chercher un Louis Gallois pour être président de l'association, elle ne va pas chercher quelqu'un qui va s'occuper de gérer les affaires courantes. Ou savoir, elle cherche quelqu'un qui a un carnet d'adresses monumental, qui peut s'adresser aussi bien au président de la République qu'au ministre. Et voilà. Et donc, elle veut du réseau. C'est vrai pour la FNARS, qui est une énorme machin, qui ne s'appelle d'ailleurs plus la FNARS, je ne sais plus quel est le nouveau nom, mais c'est vrai au niveau de petites associations, pareil. Hein, voilà.
Donc, la difficulté, le plus souvent, elle vient du fait que les associations attendent que miraculeusement, les problèmes de recrutement se résolvent au CA, alors qu'en fait, ça doit être l'objet d'un travail. Et la sociocratie, elle nous dit pas nécessairement comment on doit faire, mais elle nous dit, il faut que votre conseil d'administration, ce soit votre cercle supérieur, il a une mission, et dans une organisation sociocratique, elle va chercher les membres de son cercle supérieur. Elle n'attend pas qu'ils viennent. Voilà. Voilà. Donc, encore une fois, remettre de l'explicite et de la Remettre clarté. de l'explicite et de la clarté sur mission, fonction, de périmètre de pouvoir, quel type d'engagement je prends, de qui j'ai besoin, voilà. Mais ça nous éloigne un petit peu de l'implémentation. Ouais, on va revenir peut-être à l'implémentation ouais. et si vous avez des questions plutôt en lien avec ce que disait Nathalie en dernier lieu. Tout est limpide. Vas-y Laurent, je t'en prie. Ma question, c'est une question dont on a déjà discuté avec Khadija, mais est-ce que Nathalie, vous avez déjà eu des expériences d'implémentation en dehors du cadre européen ou français, avec des acteurs voilà, de pays africains, américains, etc., où bon, nous on l'a expérimenté avec Khadija, où le rapport à la sociocratie est peut-être encore plus éloigné qu'il ne peut l'être en France, avec cette idée d'innovation qui est encore plus innovante quelque part. Est-ce que vous avez des expériences de ce type ou pas? Ou est-ce que voilà, vous avez pu travailler avec des acteurs qui travaillent à l'international aussi, ou avec des acteurs avec un bureau ici et des partenaires ou des membres à l'international? Merci pour la question, Laurent. Alors non, moi j'ai pas travaillé à l'international. Déjà, je suis très limitée parce que voilà, même mon anglais est terrible et les autres langues encore moins. Non, par contre, pour faire un parallèle, je dirais que un public assez éloigné justement de ce côté innovant, ça a été des personnes âgées. Où là, oui, effectivement, je vois bien que. Alors, j'ai jamais. Enfin, il y a eu des assos où il y avait des personnes retraitées, notamment dans le CA, qui du coup étaient ouvertes, d'autres moins. Et des associations où là, il y a quasiment essentiellement que des personnes âgées, où là, je sens que voilà, la sociocratie, c'est même pas leur préoccupation. On a fait quand même des décisions par consentement, c'était intéressant, mais j'ai voulu les faire travailler sur une charte de gouvernance et alors la question du consentement, ben voilà, ils étaient contents de m'expérimenter, mais pas avec une envie de mettre ça en œuvre forcément dans leur réunion. Et puis un point qui a été, j'étais étonnée, mais j'ai vécu ça là cette semaine, où il y a eu une forte résistance, c'est l'idée de mettre un animateur des réunions du CA qui ne soit pas le président ou la présidente. Et alors là, voilà, il y avait vraiment un espèce de veto. Ah non, c'est au président d'animer la réunion. C'est comme ça que ça se fait dans la vraie vie. Enfin voilà, il y avait vraiment ok, bon ben, et dans ces cas-là, alors c'est à voir parce que dans ce cas précis notamment, il y a d'autres personnes du CA qui elles seraient intéressées justement pour à tout âge de la vie d'expérimenter et de voir l'intérêt qu'une personne qui ne soit pas le président ou le vice-président, qui anime la réunion pour répartir les échanges et faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer. Et mais voilà, du coup, bon, c'était pas l'objet de mon accompagnement, donc j'ai pas poursuivi, mais voilà, dans un accompagnement plus long, ça aurait été intéressant justement, comme je disais tout à l'heure, de vraiment observer la résistance, de la faire parler en fait, pas de se braquer. Qui d'ailleurs pourrait être ma première tendance, parce que moi j'arrive des fois avec un étendard, la sociocratie c'est super, enfin je vois bien qu'il y a un personnage comme ça à l'intérieur de moi. Et ce personnage, il a besoin d'être accompagné par quelque chose un personnage plus doux qui va se mettre en mode écoute derrière ce veto fort, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est important et essentiel à protéger en fait, et comment on peut faire en sorte de protéger ce qui est essentiel à protéger tout en permettant aux personnes qui ont envie de vivre l'innovation de la vivre également. Il y a toujours possibilité de trouver des solutions inclusives, mais ça demande de prendre du temps. Voilà, c'est la ressource principale que ça demande, c'est le temps, quoi. Voilà. Je me permets de solliciter Anne parce que je crois que tu nous avais parlé d'un formateur au Maroc, Anne. Et puis comme ça, je te donne la parole aussi pour poser ta question de vive voix, si tu es OK. Oui, tout à fait. Il y a Guy Beuchelet et Tariq Ramachi alors Tariq navigue entre Maroc et Belgique maintenant, mais voilà, ils interviennent au Maroc.
Voilà, mais je peux vous mettre en lien si vous souhaitez leurs coordonnées, bien volontiers. Par ailleurs, j'avais une question, je ne sais pas si c'est le moment de la poser, je l'ai inscrite dans le chat. Oui, vas-y. Dans l'implémentation, j'ai pu constater dans un cas particulier des difficultés, enfin pas qu'un même, des difficultés entre les valeurs, les discours affichés, de la participation, et puis dans les pratiques, que c'est les règles qui régissent cette participation ne sont pas faciles à respecter pour certains. Qu'en est-il, selon vous, des sanctions du manquement à la règle et aux engagements? Merci. Tu nous amènes aux 3 fonctions de la sociocratie et notamment à la fonction de régulation. Je ne sais pas qui veut répondre. Euh, Moi, je veux bien essayer. Alors, déjà sur l'international, ce que je voudrais dire, moi, j'ai pas d'expérience à l'international, mais il y a déjà de grosses différences, ne serait-ce que dans les pays francophones. Hein, j'ai un collègue qui est un Hollandais qui travaille en Suisse et qui intervient en Belgique, en Suisse et un peu en France. Et il dit, quand je fais la sociocratie en Suisse, les Suisses disent, oh bah, c'est déjà à peu près ce qu'on fait. Quand je fais la sociocratie en Belgique, c'est un petit peu plus compliqué. Quand j'en fais en France, ça devient carrément plus compliqué. Parce que la relation au pouvoir n'est pas du tout la même. Hein. Moi, je me souviens d'une conversation que j'ai eu l'occasion de présenter la sociocratie à un responsable de syndicat, et même à plusieurs. Voilà. Mais là, une expérience, je parlais avec un responsable de la CGPME, qui est un type, un Hollandais en plus d'origine, mais français, qui vit en France, tout ça. Et je lui ai raconté mon truc. Il dit, oh ouais, non, mais ça va bien en Hollande, mais en France, ça marchera jamais. Hein. Donc, on est quand même, parmi les pays que je connaisse, un des pires à cause de notre vision et notre relation au pouvoir. C'est assez fréquent que les chefs d'entreprise me disent, oui, non, mais ton truc, c'est bien, mais du coup, quand ça va pas, il faut quand même qu'il y ait un chef, quoi. Hein. On a cette espèce de truc. Voilà. Bon, après, pour parler de l'international, la sociocratie, elle s'est beaucoup développée aussi dans le monde anglo-saxon. Hein, et on est en lien avec un mouvement qui s'appelle SOFA, Sociocracy for All, sur lequel vous pouvez d'ailleurs trouver beaucoup d'informations intéressantes si vous lisez l'anglais, parce que la sociocratie s'est beaucoup développée dans le monde américain sous le nom de gouvernance dynamique, parce que sociocratie, ça faisait sociaux et ça fait communiste, donc ça ne va pas en Amérique, mais en Angleterre, voilà. Après, moi, j'ai rencontré un chef d'entreprise au Maroc qui fait de la sociocratie dans son entreprise, c'est sa deuxième boîte dans laquelle il fait la sociocratie, et ça fonctionne, alors il fait la sociocratie un peu à sa sauce, hein, mais enfin il utilise l'addition par consentement, l'élection sans candidat, le principe des cercles, voilà, et il est content de ce que ça produit, alors que la culture des pays du Maghreb est comme la nôtre, plutôt patriarcal et pas très participatif, hein, mais bon, il y a quand même de la place pour ça. Et moi, j'ai fait une conférence au Maroc l'année dernière. Il y avait pas mal il y avait une quarantaine de personnes qui étaient intéressées par le sujet. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'international. Après, sur la question de la sanction, enfin, celui qui ne respecte pas les règles, c'est un peu difficile de répondre de manière théorique, mais en fait, la sociocratie, elle a des processus très, très clairs de celui qui ne respecte pas les règles, on le recadre. Et puis, si à l'extrême, s'il ne veut pas respecter les règles, on l'éjecte. Ce n'est pas un truc qui est bisounours du tout. Hein. Donc, il doit y avoir dans les processus sociocratiques, il existe des processus d'inclusion dans le cercle, c'est-à-dire une personne qui rentre dans un cercle doit être acceptée par le cercle, mais de la même façon, il y a des processus d'exclusion qui sont prévus par les cercles, et celui qui ne respecte pas les règles, c'est un des principaux motifs d'exclusion. Hein. Je veux bien prendre la parole à la suite. C'est OK pour toi, Pierre? C'est fini? Oui, oui. Ouais, ben, je te mets co-hôte, Khadija. Voilà.
Je partage vraiment ce que tu viens de dire, Pierre. Oui, il doit y avoir des processus d'inclusion, d'exclusion dans les cercles. J'en avais parlé tout à l'heure. J'avais parlé d'accueil et de départ. Et aussi des politiques qui définissent le fonctionnement du cercle. C'est important qu'elles soient très claires. Voilà, que chaque cercle explique de manière très claire comment il fonctionne. Parce que c'est beaucoup plus simple quand une personne, du coup, ne réagit pas comme c'est dit, enfin comme c'est attendu par le cercle. Si le fonctionnement il est clairement défini, c'est plus facile d'aller dire à la personne, bah voilà, en fait, on s'est mis d'accord sur un fonctionnement et là, on voit que tu ne le respectes pas. Alors si on reste dans l'implicite, et je vois des fois ça arrive, bah oui, la personne elle fait ci, elle fait ça. Je dis, bah oui, mais où c'est écrit qu'on attend de cette personne qu'elle fasse ci et ça? Ben, on se l'est pas dit, mais c'est évident. Ben non, en fait, c'est plus simple quand on définit clairement ce qu'on attend et du coup, c'est plus facile d'aller voir la personne et dire, bah là, voilà. Idéalement, dans les politiques aussi, il peut y avoir, enfin pas idéalement, mais il peut y avoir nous on l'a fait dans le CFS, un processus de gestion des tensions et conflits, justement pour savoir comment réagir à ce moment-là. Moi, souvent, dans les accompagnements, je vois deux choses se faire. J'invite systématiquement, constamment les personnes à avoir une vision systémique de la problématique. Et plutôt que de dire, oui, telle personne, elle est ceci, elle est cela, hein, dire, mais quel est le souci dans l'organisation? Quel est le manque de clarté quelque part qui fait que ces personnes-là, surtout quand c'est gêne un conflit, on arrive à être en conflit. Et on va aller voir plutôt voilà, dans le cercle, qu'est-ce qui se passe, quels sont les manquements, où est le manque de clarté, qui fait que ces personnes en sont arrivées à être en conflit. Et après, si tout nous semble clair et qu'on voit pas, il sera peut-être question de personnalité, mais très souvent, dans 80, je vais donner un chiffre au hasard, mais très très souvent, en fait, c'est un problème qui appartient au cercle et à l'organisation, et pas forcément, ça va se cristalliser dans deux personnalités, mais en fait, c'est pas tant ces personnes-là qui sont problématiques, c'est plutôt, voilà, on va travailler sur la structuration. Et parfois, bah, ça arrive qu'il y a des personnes qui sont vraiment très résistantes, qui s'accrochent à l'organisation, alors qu'en fait, elles ne rentrent pas du tout dans ce fonctionnement inclusif, participatif de la sociocratie. Et dans des organisations qui ont voulu la sociocratie, en général, elles se veulent très horizontales, très justement bisounours, un peu comme disait Pierre. Et il y a une difficulté à dire à une personne, stop, c'est plus possible, on peut plus fonctionner comme ça. Ça tourne autour, on a du mal. Et moi, j'accompagne aussi souvent à dire, bah non, là, c'est plus possible de continuer comme ça, en fait. Une personne qui ne respecte pas l'animateur dans la réunion, qui coupe la parole à tout le monde tout le temps, non, en fait. Juste, on peut pas laisser faire ça. Et j'entends et je vois la volonté d'être respectueux de la personne, de pas être désagréable avec elle ou trop dur. Mais derrière, en fait, on fait du mal à tout un groupe quand on laisse faire ce genre de comportement, en fait. Donc, du coup, on ne prend pas soin de tous les autres. Et en fait, on ne prend pas soin de la personne non plus parce qu'elle ne voit pas, du coup, ce qui est en train de se passer si on ne lui dit pas. Voilà. Il est 13h27, 28 même, on doit s'arrêter dans 2 minutes. Il y a 2 mains levées. Je vous invite à être concise et concis. Vas-y Claire et puis Thomas ensuite. Et on conclura. Si des personnes doivent quitter à 13h30, il n'y a aucun problème. Pour être concis, je pense que pour un des facteurs d'implémentation, c'est que le tiers qu'on peut-être soit bien formé. Parce que moi, je vois bien que quand je commence là un peu à en parler, j'arrête très vite parce que je sais qu'il y a des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre. Donc, la question de la formation, la certification me semble essentielle. Merci. Thomas? Ouais, je voulais, à partir de mon expérience où donc j'avais été en responsabilité dans une petite association, une école alternative où donc on avait des salariés et c'est moi qui avais pris pour le bureau la fonction employeur. Et ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que à un moment donné, quand il faut, comment dire, qu'il y a des problèmes et qu'il faut appliquer le droit du travail, c'est pas le CA entier qui s'occupe de ça, quoi. Il faut qu'il y ait quelqu'un dont c'est clairement la mission et qui va écrire la lettre d'avertissement s'il y a un salarié qui déconne, qui n'en fait qu'à sa tête, qui fait voilà, il faut pouvoir assumer dans l'exécutif le fait de tenir ces cadres-là. Et du coup, dans mon expérience, ça avait été très important que moi, j'étais pas non plus tout seul à porter ça et que je pouvais à l'époque compter sur Pierre Tavernier en tant que superviseur
pour m'aider à tenir ce rôle de dirigeant qui est là aussi pour protéger le collectif et le cadre, et qui n'est pas du tout un rôle facile. Merci Thomas. Je rajoute une phrase. Je trouve que souvent, vis-à-vis des salariés, c'est assez clair parce qu'on a un lien de subordination. Là où c'est vraiment délicat, c'est quand c'est des bénévoles, quand c'est un fondateur et qu'il n'est plus en phase. Là, ça devient vraiment plus délicat à traiter. Je vous propose qu'on s'arrête là. Nathalie, tu avais une petite diapo pour le... Merci Francis, à bientôt. Juste vous donner... Voilà, la conclusion, c'était bienvenue au CFS. Claire disait c'est important de se former, c'est vraiment un enjeu important. Voilà, donc au sein du CFS, on a plusieurs formateurs, dont Thomas, Pierre, qui sont agréés. J'ai pas envie de dire de bêtises. Richard. Et puis d'autres qui sont en cours d'agrément, en tout cas qui ont un niveau suffisant pour vous former. On m'a posé la question aussi de savoir s'il y avait un de nos formateurs en région parisienne. Est-ce que les camarades du CFS, vous auriez une idée? Sinon, on a un calendrier sur le site de toute façon qui indique tout ça. On a mis Paris, donc pas très très loin. On peut intervenir. Après, ça dépend si c'est des formations intra ou inter. Moi, je ne fais pas de formation inter ailleurs que dans mon département, mais je fais des formations intra partout. D'accord, ok. Et Claire, vas-y si tu as une question. Le lien de votre site. Oui, je voulais juste réagir à la dernière slide. Bienvenue, super. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Je l'ai déjà dit, et la formation avec Pierre l'a complètement confirmé. Je me sens très à l'aise avec plein de principes de base. Et du coup, comment on fait pour venir au CFS? C'est quoi un peu je n'ai pas regardé le site pour être honnête, hein. Je pense qu'il y a plein de choses sur le site, mais merci Nathalie. Ouais, ok, bon, d'accord, je vais aller voir là-bas, d'accord. Et puis Pierre, je t'appellerai bien volontiers après. On peut parler des conditions. Il y a quand même une condition pour intégrer le CFS, c'est d'avoir, je crois que c'est 3 jours de formation. Ouais, c'est ça, d'avoir fait 3 jours de formation en sociocratie. Donc, alors que ce soit auprès d'un des membres qui est déjà formateur dans le CFS ou ailleurs. Moi, par exemple, j'avais fait ma formation auprès des Chabreuil à l'époque. Et voilà, en tout cas, il y a... Et puis, oui, c'est ça, faut être formé 3 jours. Donc, si c'est votre cas ou à peu près, il faut venir vers nous. Et puis, ou alors, si vous avez envie de vous former, pareil, vous pouvez venir vers nous pour savoir, pour qu'on sache vers qui renvoyer. Et c'est la base pour assurer qu'on est entre personnes qui savent à peu près, comprendre les bases de la sociocratie, en tout cas. Que ce soit en tant que consultant, formateur ou praticien, il y a des personnes ou amoureux de la sociocratie. Voilà, il y a plusieurs statuts, on va dire, dans le CFS, mais la base, c'est de former aux bases de la sociocratie. Oui, et puis la question de la Belgique, oui, il y en a. Moi, je ne saurais pas les donner, mais je pense qu'il faut taper sociocratie Belgique, ça devrait vous orienter. Alors, ouais, moi, je suis en train de mettre dans le chat, là, j'ai deux collègues, moi, avec lesquels je me suis formé, ou que j'ai formé. Il y a un Guy Vény, qui s'est spécialisé un peu dans l'intelligence collective et la sociocratie. Et puis, il y a Martine Marraine aussi qui fait des formations. Martine Marraine, qui est une formatrice en CNV, qui fait des formations en Belgique avec, d'ailleurs, le collègue suisse dont je vous ai parlé, là. Et puis, peut-être sur les ressources, Thomas, je ne sais pas si tu as vu dans le chat, je demandais si le livre de Sopra, le manuel de Sopra en français était paru ou pas encore. Je sais que j'ai celui en anglais, moi, mais... Thomas, il a dit début 2024. Ah, ok. On est en phase de relecture là, de la maquette. Ok, très bien. Et puis, si je peux me permettre, il y a aussi celui de Philippe Delstange, qui est membre du Centre français de sociocratie aussi, et qui intervient également en Belgique. Ouais, en intra. Il ne propose pas de formation en interne, mais il intervient en intra. Ouais, Philippe aussi, ouais. Et Claire, tu as une main levée, pardon. Non ? Oui, je n'avais pas baissé. Mais du coup, j'en profite parce que, Pierre, est-ce que tu as une idée de quand pourrait avoir lieu les 3 prochains jours de... L'année prochaine.
j'ai mis sur mon site les dates sur l'année prochaine. J'en fais qu'une par an et j'ai toujours du mal à la remplir, mais bon, peut-être ça va changer là. J'ai l'impression que ça recommence un petit peu les formations en inter, l'effet Covid ayant un peu diminué. Donc j'espère que l'année prochaine, j'arriverai à la faire. Super. Ok, ben merci à chacune, à chacun pour votre temps, pour la pertinence de vos questions, pour votre attention. Je voulais vous proposer, si vous êtes OK, pour celles et ceux qui veulent bien, de remettre vos caméras et juste de faire une petite photo pour refaire notre publi LinkedIn. Donc, aucune obligation. Mais si vous êtes OK, voilà. Et puis, on pourra sourire en même temps. Voilà. À 3, c'est bon? 1. Attends, Auria, je ne sais pas si tu veux mettre ta caméra ou pas. OK, allez, on est au complet. 1, 2, 3. Merci. Bah, merci à vous. Il y aura d'autres webinaires. On n'a pas encore calé les dates, mais il y en aura. Et puis, si vous avez réussi à trouver l'info pour aujourd'hui, vous la trouverez pour la suite. Merci en tout cas de votre intérêt, de votre temps et de vos questions. Au plaisir. Un plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Bonjour à merci. tous. Au Merci, au revoir. revoir. Au revoir.